La seconde information, c'est que donc, tout au long de ce webinaire, nous fournissons une interprétation anglais-français et français-anglais, car nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, Giulia Dialozio qui travaille pour Certimac, qui est l'un des partenaires du projet, Happen. Et donc Giulia étant italienne, aujourd'hui, elle va, nous présenter l'un des outils du projet One Happen. of the Happen project tools, and this presentation Lorsque Giulia, commencera à parler, je vous invite sur votre écran, vous pouvez voir en bougeant la souris qu'il y a des boutons en bas de l'écran qui apparaissent et notamment le bouton interprétation. Donc il faudra simplement cliquer sur ce bouton et vous verrez que les langues anglais et français apparaissent et donc il faudra bien sûr cliquer sur la langue français, ce qui vous permettra d'entendre, sa présentation en français. Je vous répéterai bien sûr cela, juste avant qu'elle s'exprime. Voilà pour les détails techniques. Donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, ça va être de vous présenter le projet européen Happen, donc qui est un projet qui a démarré il y a maintenant, 3 ans, donc en 2018 et qui se termine à la fin de l'année 2021. Donc nous allons un peu vous présenter, qu'est-ce que ce projet? Qui sont les partenaires? Quels sont les outils qui ont été développés? Donc ça, ce sera, la première partie de la session de ce matin et ensuite nous vous présenterons la mise en application à Marseille, dans le cadre, du périmètre d'Euroméditerranée que Marilyn, que vous pouvez voir à l'écran, et moi représentons aujourd'hui. Voilà, donc pour vous dire quelques mots avant de commencer sur Euroméditerranée, donc nous sommes l'un des partenaires du projet Happen et donc nous sommes un établissement public d'aménagement, également opération d'intérêt national. Nous existons depuis maintenant 25 ans et nous travaillons donc au cœur de Marseille sur un périmètre de 480 hectares, ce qui fait de nous la plus grande opération d'aménagement en centre-ville d'Europe. Donc en tant qu'aménageur, notre rôle c'est de concevoir et aménager la ville de demain et l'idée, c'est que lorsque nous faisons ce travail d'aménagement, nous le faisons en prenant toujours en compte les spécificités locales du territoire, donc qu'elles soient climatiques, géographiques, culturelles ou d'usage. Et donc pour cela, nous allons en permanence tester des innovations sur le territoire qui vont venir répondre à diverses problématiques urbaines, comme par exemple le confort d'habiter ou l'énergie, l'eau et les déchets. Et c'est ce qui fait que nous avons fait le choix, il y a maintenant 3 ans, donc de nous impliquer dans le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose de passer directement, dans le vif du sujet. Donc je vais laisser la parole à Julia David, donc qui travaille pour l'Avitem, qui est le second partenaire français sur le projet Happen et donc Julia va vous présenter, les grandes lignes de ce projet. Merci beaucoup Alice. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci beaucoup pour être là avec nous aujourd'hui. Effectivement, je m'appelle Julia David, je suis chargée de projet européen à l'Avitem. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une agence de coopération méditerranéenne. Nous sommes basés à Marseille. Nous sommes un groupement d'intérêt public et nous travaillons notamment sur les problématiques liées au développement urbain et territorial durable en Méditerranée. Moi, je fais partie du pôle coopération européenne, qui est un pôle qui monte et qui met en place des projets de coopération européenne. Donc, nous sommes effectivement partenaires du projet RAPEN et nous nous occupons au sein de ce projet, notamment des questions plus liées à la dissémination des résultats et à leur future exploitation, utilisation, notamment dans les politiques publiques. Donc, moi, je vais vous faire un petit tour d'horizon du projet Happen. Donc, je vais partager mon écran que vous devriez être en mesure de voir du coup. Oui, oui, oui. Merci. Le projet Happen est un projet financé dans le cadre du programme européen d'innovation et de recherche H2020. Donc, il s'agit de programmes qui justement financent des projets qui essayent de développer des nouveaux outils, des nouvelles méthodologies, d'innover dans une thématique plutôt que dans une autre. C'est un projet qui a commencé en avril 2018 et qui se termine en décembre cette année. Donc, en fait, nous sommes vraiment à la fin du projet et nous sommes vraiment en train de maintenant partager les principaux résultats et surtout regarder qu'est-ce qui a été fait dans les différents sites pilotes. D'ailleurs, en parallèle de cet événement, dans les autres sites pilotes du projet, nos partenaires mènent eux aussi des événements de dissémination comme le nôtre. Donc, nous faisons partie un peu d'un cycle d'événements de dissémination. Nous avons du coup autour du projet 13 partenaires qui proviennent de 7 pays de l'Europe méditerranéenne et nous travaillons dans 10 sites pilotes dont Alice va vous dire quelques mots plus tard dans la session.
Quelques mots sur le contexte. Effectivement, j'imagine que vous devez connaître un petit peu les problématiques principales liées à la rénovation, mais en effet, il est important toujours de se rappeler que nous avons quand même 75% des bâtiments aujourd'hui en Europe qui ont une mauvaise efficacité énergétique et d'ici 2050, on estime que 85 à 95% des bâtiments seront encore utilisés. Donc, il y a vraiment un thème, une question, la rénovation énergétique, qui est une question de plus en plus prioritaire à l'échelle européenne. Nous avons par exemple la directive sur la performance énergétique des bâtiments qui est en place, la directive relative à l'efficacité énergétique. Et l'Europe a aussi décidé de miser encore plus sur la rénovation en mettant en place une nouvelle stratégie vague de rénovation qui est incluse dans le pacte vert européen. Et cette stratégie vise à doubler un petit peu le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments d'ici 2030. Donc, dans le cadre du projet APEN, et on va dire les partenaires qui travaillent autour du projet ont développé, on essaie de développer une approche qui soit spécifique à la zone méditerranéenne. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les approches, les méthodologies qui existent sur les rénovations sont des approches qui sont à l'échelle européenne, qui sont peut-être parfois un peu plus adaptées à l'Europe du Nord, alors que le contexte méditerranéen est un contexte spécifique avec des défis aussi de rénovation spécifiques. D'où l'intérêt de travailler, de développer une approche à la rénovation des bâtiments résidentiels qui soit adaptée à la Méditerranée. Donc, il s'agit du coup de l'approche MEDZEB, qui est un petit peu l'idée centrale du projet HAPEN. C'est une approche MEDZEB, du coup, cet acronyme signifie Zero Energy Building. Et c'est une approche qui se veut d'un côté adaptée à la zone méditerranéenne, qui présente du coup des zones climatiques spécifiques, des bâtiments aussi, des typologies de bâtiments spécifiques, et aussi des solutions techniques de rénovation qui peuvent être propres à cette région. Elle est aussi holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte tous les éléments de la chaîne d'approvisionnement de la rénovation. Donc, vraiment de la partie conception du projet jusqu'à la partie mise en œuvre et ensuite suivi. C'est une approche qui est transparente parce qu'elle essaye de définir un cadre qui soit à la fois innovant et aussi vraiment transparent pour tous les acteurs qui tournent autour de la question de la rénovation énergétique. Et ensuite, elle est adaptable aux différentes typologies de bâtiments et aussi aux différents contextes. Depuis le début du projet, le consortium a décidé de se concentrer sur 3 groupes cibles, justement pour travailler sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la rénovation énergétique. Donc, d'un côté, on s'adressera aux clients, ce qu'on appelle les clients, c'est-à-dire plus les utilisateurs finaux, les propriétaires des bâtiments et les syndics. Deuxièmement, on s'adressera aux prestataires de services. Donc, nous avons les ingénieurs, les architectes, les prestataires de services de rénovation, les fournisseurs de matériel, mais aussi les institutions financières, parce que nous touchons aussi la question du financement des travaux de rénovation. Et troisièmement, nous nous adressons aux décideurs et aux influenceurs, donc tout ce qui est décideurs politiques, mais aussi médias, qui peuvent avoir un rôle très important à jouer, notamment pour sensibiliser d'un côté les gens à l'importance de la rénovation des bâtiments et deuxièmement pour travailler vraiment sur l'adaptation des politiques publiques de la rénovation. Donc, il s'agit du coup d'un projet qui a comment dire, ici ce graphique vous montre un petit peu l'architecture du projet et du programme HAPEN. C'est un projet en effet plutôt complexe parce que vraiment il s'attaque à toute la chaîne d'approvisionnement, toute la chaîne de valeur des travaux de rénovation. Donc, pendant les 3 années et demie plus ou moins du projet, les partenaires ont développé non seulement l'approche MEDZEB, mais aussi
des outils pour l'appliquer à la rénovation des bâtiments. Donc, nous avons en premier lieu une plateforme numérique qui est comme une sorte de conteneur de tout un tas d'outils qui aident l'utilisateur à comment dire, planifier ses travaux de rénovation, mais aussi à avoir accès à un certain nombre de ressources. Cette plateforme numérique, elle fait un petit peu office aussi de place de marché numérique assistée. C'est comme ça qu'elle a été dessinée, dans le sens où elle permettrait à la fois aux professionnels de créer leur profil, mais aussi aux clients qui veulent faire une rénovation d'appartement ou de résidence, d'avoir accès justement à ces professionnels, mais aussi à des outils de formation, de renforcement des capacités. Nous avons aussi deux outils plus pratiques qui aident, disons, à concevoir le projet de rénovation. D'un côté, des packages de solutions optimales qui ont été calculés sur la base justement de typologies de climat typiques de la Méditerranée, de bâtiments de référence, et du coup qui permettent d'obtenir, en croisant un certain nombre de données, un package de solutions de rénovation technique qui sont conçues pour être optimales d'un point de vue de leur coût. Et aussi, nous avons une solution financière qui est appelée prêt énergétique flexible, qui qui est évidemment couplé à l'ensemble des rénovations techniques, qui permet de les financer comment dire, en finançant les travaux de rénovation grâce aux économies d'énergie générées par les différentes étapes. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée de subdiviser les travaux de rénovation en étape par étape. Et du coup, chaque étape permet aussi déjà de générer un petit peu des économies d'énergie qui permettent de continuer de soutenir les travaux de rénovation. Nous avons des ressources, des MedZebinars et d'autres ressources de formation, de renforcement des capacités qui sont disponibles sur la plateforme. Certaines sont déjà disponibles, d'autres le seront, qui permettent, par exemple, aux prestataires de services de se former à l'approche MedZeb, aux outils qui sont présents sur la plateforme, et du coup de pouvoir les intégrer à leur travail et à ajouter comme une sorte de flèche à leur arche, on va dire, pour proposer des solutions de rénovation à leurs clients qui soient plus adaptées à la zone méditerranéenne et du coup aux bâtiments qu'ils doivent rénover. Et pour, comment dire, encadrer tout ça, nous avons le protocole MedZeb, qui est une sorte de boîte à outils qui permet de garantir la qualité de tout le processus de rénovation. Et du coup, qui permet de s'assurer que le processus de rénovation suive effectivement les critères de qualité de l'approche MedZeb et qui permettent effectivement d'atteindre un taux d'économie d'énergie suffisant pour effectivement que ce soit, comment dire, qu'on finisse par avoir un projet viable, d'un point de vue aussi à la fois économique, mais aussi de consommation énergétique, d'efficacité énergétique. Donc, il s'agit du coup de quelque chose dont Giulia De Aloisio va vous parler dans beaucoup plus de détails parce que ce protocole MedZeb a été développé par Certimac, évidemment avec le soutien des autres partenaires, mais c'est vraiment Certimac qui a été un petit peu à la tête de cette production il se compose de plusieurs outils qui sont à la disposition du professionnel, mais aussi de l'utilisateur final du bâtiment et qui permettront de suivre les travaux de A à Z. Alors, moi, je crois que j'en ai fini là.
Je vous ai vraiment fait un tour d'horizon très rapide parce que je me suis dit je vais vous laisser plus vraiment aller dans le détail sur le MedZeb protocole, le protocole MedZeb avec Julia. Je passe la parole à Alice, mais de toute façon, je suis à disposition pour des questions éventuellement sur le projet et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julia. Donc voilà, comme elle vient de vous l'expliquer à l'instant, le projet Happen avait un objectif assez ambitieux parce que c'était finalement de répondre à toutes les problématiques de la rénovation énergétique pour 3 types de publics, si je puis dire. Donc que ce soit les particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation, les prestataires, donc fournisseurs de solutions qui souhaitent peut-être se faire connaître ou améliorer leurs compétences, et enfin tout ce qui va être donc les décideurs, donc les politiques ou les médias qui, eux, vont pouvoir finalement participer, contribuer, si je puis dire, à convaincre en fait les gens à entreprendre ces travaux de rénovation. Le projet donc s'est articulé en trois phases: engager, convaincre et mettre en œuvre. Nous aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer comment concrètement on a commencé à mettre en œuvre le projet et comment on va continuer sur les années à venir à le mettre en œuvre. Donc, il y a beaucoup de solutions qui ont été créées. Nous avons fait le choix aujourd'hui de nous focaliser sur le protocole MedZeb parce que c'est ce qui nous permet, nous, derrière, à Euroméditerranée, de mettre en œuvre le projet. Donc, c'est pour ça que je vais passer la parole donc, à Giulia Diallo-Izzo pour qu'elle vous présente le protocole qui a été développé par son organisme, donc Certimac. Donc, je répète ce que j'ai dit au début, cette présentation va être en anglais. Donc, je vous invite sur votre écran, quand vous bougez la souris, il y a une barre qui s'affiche en bas et il y a un onglet interprétation. Je vous invite à cliquer dessus d'ores et déjà et à sélectionner français, ce qui vous permettra d'entendre la traduction simultanée de la présentation de Giulia. Voilà, Giulia, je te laisse la parole. Thank you, Alice and Julia, for the introduction. Now I'm going to share my screen and to present the MedZeb protocol. Just let's say, okay. Can you see my screen properly? Okay, perfect. Right now, I share. Okay, perfect. Okay, so I'm Giulia De Aloisio, and as colleague said, I work at Certimac as the European project manager, and I'm also a researcher. Before and now we go to our presentation. On va procéder à la présentation d'aujourd'hui qui se divise en différents points. On va commencer. We'll move to the MedZeb approach, already a bit introduced. Then we will focus on the MedZeb protocol and we'll discuss the certification scheme. Then we'll focus on the conclusion of the presentation. In particular, a brief introduction about Certimac, who we are. We are a research laboratory. We are founded by Enea and CNR, the two main Italian research centers. Our activity is developed according to three main paths: materials, energy, and innovation. In particular, we are partners within Happen, and we are in charge of the MedZeb task force, and we have the role of developing and devising the MedZeb protocol and the relevant voluntary certification scheme. Let's start with a brief introduction. We have said before that in the Mediterranean area, energy renovation is hampered by specific market bottlenecks like lack of transparency, the lack of trust in the reliability of the whole process, as well as the low awareness of the potential benefits of improved energy efficiency. And we can say that achieving high quality standard throughout the renovation process is made difficult by the fragmentation of the supply chain in small and non-integrated local operators. In order to solve all these challenges, we have devised and within Happen the MedZeb approach. What is the MedZeb approach? The MedZeb approach is a strategy that goes beyond the physical and technological aspects of the buildings, so that in order to integrate all the issues, financial, technical, regulatory, and environmental issues, in order to deal successfully with the complexity of the Mediterranean living spheres and the behavior of their communities.
Well, the MEDZEB approach is a unique and innovative approach which fosters deep retrofitting in the Mediterranean area. In particular, the MEDZEB approach aims to tackle the unsolved challenges of the Mediterranean retrofitting markets by pursuing three main objectives: to reconnect the fragmented value chain of the retrofitting market, to rebuild a framework of trust in deep and beyond the retrofitting market, and increase the overall appeal and cost effectiveness of the retrofitting interventions. Well, the MEDZEB protocol in this framework is intended as an implementation framework of the MEDZEB approach and meet the transparency needs of the MEDZEB approach itself. It is aimed at enhancing the quality management of the whole renovation process. The protocol is based on a holistic approach that includes and integrates all the key aspects of deep retrofitting and provides a retrofitting approach specifically tailored to the Mediterranean area, to the residential building stock of the Mediterranean area, and effective integrated technical and financial support mechanisms, as Julia said before, the transparency in the retrofitting process, and building renovation roadmaps. But let's analyze better the MEDZEB protocol. What is the MEDZEB protocol? This protocol, the protocol, we have said that it's a guarantee scheme which sets the quality condition for the good execution of the works. In particular, the MEDZEB protocol has three main objectives: to defragment the supply chain by involving all the actors from homeowners to building companies in the guarantee framework. Then we will analyze how. To implement the holistic approach for deep retrofitting by addressing all the key issues, not only energy, but also environment and well-being, and covering all the phases of the renovation process, from preliminary analysis carried out before the intervention to the monitoring of the performance at the very end of the renovation works. Which are the added values of the MEDZEB protocol? Well, we say that the MEDZEB protocol has different added values. The MEDZEB protocol makes it possible to foster deep retrofitting thanks to tailored building renovation roadmaps designed on the basis of tailored financial and technical solutions. The MEDZEB voluntary certification scheme is aimed at integrating the current EPC and not to overtaking it by assessing not only the energy performance, but also the comfort related aspects. Two professional figures, which are the MEDZEB, who are the MEDZEB expert and the MEDZEB auditor, are created as a guarantee of both technical expertise and transparency of the process. The transparency of the renovation process as well as the certainty of high performances allows reducing the gap between the actual energy performance and the design energy performance of the building. That is also a problem in the Mediterranean area. The novelty of the MEDZEB protocol is double-fold because it assesses the quality of both the renovation process itself and introduces the renovation roadmap tailored to the specific case, thus making renovation feasible also even in challenging situations. The MEDZEB protocol is a flexible tool that must be signed by all the stakeholders involved in the retrofitting project and can be customized according to the following feature, in particular the target reduction of primary energy consumption to be achieved in each case. Well, the target set within APPEN is the range from a minimum of 60% up to the NZEB level. Why do we choose 60%? Because according to deep renovation definitions, deep renovations starts from range from 60% of primary energy consumption up to 90%, according to BPIA, Building Performance Institute of Europe definition. That is one of the most spread definition of the deep renovation. Customer choice between step-by-step and single-step renovation intervention in order to meet their needs, and the level of analysis of energy efficiency and comfort performance. Indeed, we devised three main levels of analysis: standard, intermediate, and advanced, to meet the specific need of client and professional. And the voluntary certification process is targeted according to both the level of performance analysis and the customer choice between the step-by-step and single-step renovation.
Indeed, we designed a wide range of key performance indicators to quantify the benefits of the renovation. These KPIs, these key performance indicators, have to be monitored and assessed before and after the renovation, and each level of analysis, as you see in the picture, takes into account a progressively more thorough number of KPIs, which should be assessed and monitored. According to the different levels of analysis, we have different sets of KPIs and different also sets of different certification issued. And then we will see how. Then, as Giulia said before, the MEDZEB protocol has many constituent parts in order to build that guarantee framework we discussed previously. In particular, we start with the energy performance certificate, which is mandatory at EU and national level. Then we move to the business plan, which details the intervention and provide the building owner with precise timing and investment needed for the renovation intervention. The design drawing, which are needed to identify the project contents, and the building renovation roadmap, which is compliant to the most recent European directive about building renovation. The KPI tables, which I've discussed before, and the MEDZEB voluntary certification scheme, which is aimed at assessing that the results set in the protocol are achieved in completion at the end on completion of each renovation step. The VCS provides a specific scoring system which takes into account different aspects: the energy savings achieved with the renovation, the comfort conditions, the intervention typology, and the levels of analysis. 3 key figures with specific roles and tasks have been designed to guarantee the transparency and the certainty of performance. The MEDZEB expert, which supervises and manages the whole renovation. Il y a la transparence et la certitude de performance élevée. On a l'expert MEDZEB qui supervise et gère l'ensemble du processus de rénovation, qui accompagne les clients. On a l'auditeur du MEDZEB qui vérifie et valide le processus, et le comité MEDZEB qui nomme l'auditeur et qui publie et met à jour le système de certification volontaire. Le processus de protocole followed by 4 operational phases. The whole process is facilitated by the EPEM platform, which is a digital environment specifically designed to support deep renovation in the Mediterranean area with dedicated tools and services, which are fully integrated with the protocol framework. In the preliminary phase, the contact between the client and the expert is established thanks to the platform. And then in phases from 1 to 4, the retrofitting process is carried out according to a precise schedule under the control of the MEDZEB auditor and the guidance and the supervision of the MEDZEB expert. Here we see the 4 phases at a glance. Here, the MEDZEB protocol process scheme. We do not go in detail, but we have seen that the contact is established at the beginning. Then we start with the ex-ante analysis, which is based on the energy audit that the expert carries out. We have precise expected output on the first part of the first phase. Then we move to the design stage, and then the construction work and the post-intervention analysis, and we end with the monitor. We finish the process with the monitoring of the results, and by issuing the VCS, the voluntary certification scheme, after monitoring the achievement of the results. Otherwise, if the results are not achieved, corrective measures are implemented. The monitoring protocol describes the monitoring system and strategies to be applied to evaluate the amount of energy consumption and assess comfort parameters. The MEDZEB monitoring protocol has been designed to achieve different objectives, in particular to assess the performance of the buildings in terms of energy and comfort and confirming the VCS level achieved in use, to foster the improvement of user behavior towards energy consumption reduction. In particular, according to the MEDZEB protocol and the architecture of the protocol, 3 levels of analysis are also envisaged for the MEDZEB monitoring protocol: the standard, intermediate, and advanced. Different KPIs will be monitored and taken into account. Here we have, let's say,
put some devices to show the different levels of analysis. For example, the example of sensors to monitoring the temperatures and relative humidity and airspeed. And how does it work, the certification scheme? Well, on the basis of the relative assessment performed before and after intervention, a specific scoring system has been designed, considering both the energy and comfort improvements provided by the retrofitting intervention. De l'amélioration énergétique et du confort apporté par l'intervention de rénovation. Par conséquent, un système d'étiquetage personnalisé et innovateur a été mis au point afin de prendre en considération les éléments à l'écran. On a conçu 5 niveaux pour évaluer la réduction de la demande d'énergie primaire de 10% jusqu'au standard NZEB. 4 niveaux d'analyse sont utilisés pour mesurer l'amélioration de la qualité environnementale. Donc là, on parle du niveau de confort. Et le système de certification prend en compte les typologies d'intervention. Donc, cela peut être en une seule étape ou étape par étape, avec un système de notation différent à appliquer selon le cas. On a 3 niveaux d'analyse pour évaluer l'amélioration suite à l'intervention. On a l'argent pour le niveau standard, l'or pour le niveau intermédiaire et platine pour le niveau avancé. Of 3 levels of analysis devised to assess the improvement after intervention. And here, for example, we say the latter one is the primary energy demand reduction achieved in only one renovation process according to the advanced level of analysis. In particular, now we go to the evaluation of the costs of the whole process. In particular, we developed a simulative process to predict in advance the economic sustainability of the MEDZEB protocol adoption, considering single-family houses and multi-family houses. Here we report only the single-family houses for sake of brevity, with a target of at least 70% of primary energy demand reduction. Objectif d'au moins de 60% d'économie en consommation d'énergie primaire. Les hypothèses et les conditions sont les suivantes. Les coûts évalués pour worst case scenario of the protocol adoption, and the intervention were focused on the envelope and the HVAC system, the electrical and photovoltaic installation, and building automation control systems. We have assumed also that let's say that the costs affect only the professional consultancy costs and not the intervention itself. In particular, here, according to the Italian legislation, we have calculated the cost for the amount of work, and then the professional and consultancy cost for in each phase of the renovation process. We have these total costs for the renovation. We have analyzed the typical single-family house in this case, subject to different retrofit intervention. And we evaluated the costs for the professional and consultancy costs in each phase by applying, by analyzing the standard, intermediate, and advanced level of analysis. And here we see the total cost of the renovation according to the 3 levels of analysis. This slide is important because here we see the protocol incidents on the relevant application in the renovation process. But what I think really is important is this slide, because the processes the professional costs affect the renovation process of about 16%. In case of the application of the MEDZEB protocol, we have an evaluation of the incidence of the professional cost over total cost of about 18% for standard level of analysis, 22% in case of the intermediate level of analysis, and about 25% in case of
the advanced level of analysis in particular, and then therefore we can say that the protocol incidence is very limited in the standard level of analysis, about 2.5% up to 12% according to the advanced level of analysis. So I come to the conclusion, the MEDSEB protocol represents an effective opportunity to guarantee the overall quality of the whole renovation process by guaranteeing the achievement of the performance targets set by the projects. The novelty of the MEDSEB protocol lies in the fact that it assesses both the quality of the intervention and that introduces a renovation roadmap tailored to the specific needs. And the results of the economic assessment confirm the sustainability of the MEDSEB protocol, which is confirmed also in case of multifamily houses, which we have not reported in this for sake of brevity in this case. But the influence on the cost is even lower in multifamily houses because we exploit the scale effect. Okay. Perfect. So that's my conclusion, I think. I thank you for the attention, and I'm at your disposal for, I think, questions which are in the chat. I do not share my screen. Oui, merci beaucoup, Giulia. Donc effectivement, nous arrivons à la fin de la première partie, si je puis dire, de ce webinaire. Donc si vous avez des questions à poser sur le projet Happen et sur le protocole, je vous invite à les inscrire dans le chat. Donc Giulia, nous avons une première question que je vais te lire parce qu'elle est marquée en français. Donc c'est Mounia Bouali qui nous demande « Je voudrais savoir comment vous faites lorsqu'il s'agit de bâtiments classés avec des qualités patrimoniales. Comment est-ce que vous traitez cette donnée ?» Deal with this aspect? That's thank you for the question. That's a very important, let's say, question, because we have also many buildings subjected to cultural heritage in Italy, and that's also a point. But we can say that in the MEDSEB protocol takes into account different technical solutions developed and collected in the cost optimal packages of solution, which takes into account, for example, also solutions for particular cases like insulating the walls from the internal side and not from the external. This is important, for example, for cultural heritage buildings. And we deal with cultural heritage, let's say, requirements case by case, according also to renovation roadmaps. I don't hear. Merci beaucoup, Giulia. J'espère, Mounia, que ça répond à votre question. Alors, voilà, donc Giulia, elle te remercie donc en français dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire directement. Soit Giulia pourra y répondre tout de suite ou plus tard dans le webinaire par écrit dans le chat. Voilà, donc en conclusion de cette première partie, on peut dire que le protocole MEDSEB, finalement, il vient un peu compléter, nous, le diagnostic de performance énergétique que nous avons en France, parce que finalement, dans la qualification à la fin d'un projet, il va aussi prendre en compte la qualité des travaux de rénovation et pas uniquement la performance. Voilà. Alors, maintenant, l'objectif, Giulia, est-ce que tu pourrais arrêter de partager ton écran, s'il te plaît, pour que je puisse partager le mien? But Opla. Voilà, super, merci beaucoup. Sorry, but okay. Parfait. Donc, maintenant, l'idée, on vous a un peu présenté le projet dans son entièreté, dans sa globalité. Ce qu'on va faire, c'est que dans le chat, on va vous envoyer l'adresse du site internet de la plateforme qui a été créée, parce que voilà, il y a beaucoup d'informations, je pense, ce matin, et ça vous permettra d'aller voir tout ce qui est disponible en ligne. Il y a des formations où finalement, ce qui vous a été présenté là, nous avons enregistré en fait des sessions dans toutes les langues du projet, dont en français, où on vous explique tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter pour mieux comprendre, tester aussi les logiciels. Donc, vous pourrez, lorsque vous allez sur le site, vous inscrire
que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous aurez accès à différents outils qui vous permettront justement de tester un peu le système. Mais là, je vous propose pour cette deuxième partie de passer en fait maintenant à la mise en application. Donc concrètement, comment est-ce que nous, cette recherche et ce protocole, on l'a testé ici à Marseille. Donc je vais vous partager ma présentation. Voilà, donc normalement, vous devriez voir l'écran. Est-ce que, Julia, tu peux me faire un pouce si c'est bon? Super, parfait. Alors, donc l'idée dans ce projet, donc c'était un projet de recherche, mais l'objectif, bien sûr, c'était d'essayer d'appliquer la recherche pendant que nous la faisions à des cas concrets. Et donc, c'est pour cela que dans le cadre du projet, nous avons mis en place des sites pilotes. Donc, les sites pilotes, leur objectif, c'était vraiment de venir tester un petit peu tout ce qui était développé dans les 7 pays partenaires. Donc, dans ces pays partenaires, nous avons identifié un ou plusieurs bâtiments pilotes. Donc, vous allez le voir, par exemple, à Marseille, on en a plusieurs. Donc, on a choisi finalement d'essayer de cibler un large panel de bâtiments qui étaient tous un peu différents, que ce soit par le climat de la localisation, l'usage du bâtiment ou encore sa typologie. Il faut savoir que l'objectif global de tous ces bâtiments, c'était in fine de réaliser une économie d'énergie de à minima 60%. Donc, là, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte que donc, les 7 pays partenaires du projet représentent quand même globalement la plupart des pays de l'Union européenne qui sont sur le pourtour méditerranéen. Et donc, on va avoir des situations, une problématique commune qui est donc le milieu, la situation économique qu'on peut retrouver en Méditerranée et le besoin de dynamiser le marché de la rénovation énergétique. Mais on va avoir quand même des situations différentes avec des pays donc géographiquement. In this area, but there are also different situations because the countries are geographically very different and have different economic situations as well. These pilot sites have been categorized in Nous appelons les pilotes principaux qui sont situés donc en Espagne, en France, à Marseille et en Italie. Et les pilotes, ce que nous on appelle périphériques ou thématiques, parce que c'est des situations un petit peu différentes. Les 3 premiers pilotes majeurs, en fait, c'est 3 situations où les bâtiments qui ont été sélectionnés étaient déjà considérés dans le cadre de programmes plus globaux de rénovation. Par exemple, nous ici à Marseille, comme je vous l'ai expliqué en introduction, dans le cadre d'Euroméditerranée, nous avons donc un projet de rénovation urbaine qui est beaucoup plus large que juste le projet Happen. Et donc, lorsque nous sommes engagés au sein de ce projet, nous avons accepté de tester l'approche MEDZEP sur des bâtiments que nous avions prévu de rénover. Et c'est également donc le cas pour l'Espagne et pour l'Italie. Parce que donc pour ce qui est de l'Espagne, donc les bâtiments identifiés, ce sont des bâtiments qui sont en périphérie de la ville de Valence, donc dans le sud de l'Espagne. Et là, donc on est venu rénover, tester la méthode sur des immeubles résidentiels en se disant que c'était un test pour ensuite lancer un processus d'intervention beaucoup plus large dans toute la ville de Valence. Pour le projet italien, là, on a expérimenté l'approche MEDZEP sur 2 immeubles résidentiels et l'objectif, c'est d'intégrer cette rénovation à un programme qui est là national de rénovation énergétique, donc dans toute l'Italie, qui s'appelle le programme, donc en traduction, Requalifions la ville. Voilà pour les projets principaux, donc les 3 projets. Et ensuite, pour ce qui est des pilotes thématiques, donc la situation est un petit peu différente parce que là, on est venu travailler sur des bâtiments de manière ponctuelle. C'est-à-dire que c'est des bâtiments qui n'étaient pas intégrés dans un programme un peu plus global de rénovation. On a travaillé uniquement sur le bâtiment en lui-même et pas sur un projet urbain plus global. Donc ça, c'est la première différence. Et la seconde différence, c'est qu'on a voulu tester, parce que sur les pilotes principaux, on va traiter principalement sur des bâtiments qu'on souhaite être à vocation résidentielle, soit ils le sont déjà, soit ils vont le devenir. Et là, on a profité de l'occasion de tester sur ces pays-là également des bâtiments qui n'ont pas vocation à être résidentiels. Donc par exemple, si on prend par exemple en Grèce, on va travailler sur la rénovation d'un musée ou d'auberge de jeunesse. Donc l'utilisation des bâtiments est un petit peu différente. On va venir donc tester le protocole MEDZEB. C'était le cas aussi à Chypre, puisque l'un des bâtiments rénovés est un bâtiment municipal. Et enfin, en Croatie, la particularité du bâtiment en Croatie, c'est que c'est une école en forme de ruche. Donc, à l'époque de sa construction, cette école avait été récompensée
pour son architecture assez originale, mais c'est finalement cette forme de ruche qui a causé de gros problèmes en termes de dépenses énergétiques, puisque cette école était classée F avant rénovation. Voilà, et sinon, bien sûr, donc on a des bâtiments résidentiels qui, à chaque fois, vont représenter un peu le parc immobilier du pays concerné et qui donc vont permettre de tester un système pour le reproduire éventuellement à plus grande échelle dans le futur. Alors, pour conclure sur les sites pilotes, en plus de tester, donc de mettre en application de manière assez opérationnelle le projet Happen, nous nous sommes également engagés à organiser donc, ce que nous on a appelé des Living Labs, donc des ateliers participatifs. Donc en fait, ces ateliers, ils ont été mis en place dès le lancement du projet, donc quand on a complètement lancé l'idée du projet Happen, jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à la fin de ce projet. L'objectif, c'était d'impliquer les habitants et les professionnels de la rénovation énergétique à suivre l'avancée d'un cas pratique. Donc, par exemple, nous, à Marseille, on leur a présenté nos avancées sur notre périmètre, mais également de les informer. Donc là, on parle plus, bien sûr, du public général, des particuliers. On les a formés sur les principes de base de la rénovation énergétique, pourquoi c'est important de le faire et qu'est-ce qu'eux pourraient y gagner. Et donc, cette phase est terminée à ce jour et nous sommes actuellement dans la seconde phase donc, de ces ateliers que nous avons appelé les incubateurs, c'est-à-dire la diffusion et l'exploitation des résultats. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Et là, l'objectif, c'est qu'on a demandé à notamment des partenaires avec qui nous avons travaillé tout au long du projet de tester les outils pour avoir en fait un retour d'expérience pour pouvoir finalement analyser ces outils et s'assurer qu'ils soient adaptés au contexte de chacun des 7 pays et des 13 partenaires du projet. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, Euroméditerranée, nous avons organisé un total de 15 heures d'atelier et nous avons impliqué 113 participants. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour les projets pilotes. Ce que je vous propose, je vois qu'il y a eu des questions dans le chat, je vous propose qu'on passe quand même tout de suite au projet sur Euroméditerranée et qu'on fasse la session questions sur les projets pilotes à la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole donc, à Marilyn, qui travaille donc, chez Euroméditerranée avec moi et qui va un petit peu vous présenter ce que nous avons fait sur Euroméditerranée. Et après, donc, Guillaume Kolf, qui est notre directeur adjoint à la direction de l'aménagement, vous expliquera, vous donnera un peu de perspective aussi sur la réplicabilité du projet à l'échelle plus globale de la ville de Marseille. Donc, Marilyn, je te laisse la main. Oui, donc bonjour à tous. J'ai essayé de vous partager mon écran. Alors, diaporama, partager. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, tout à fait, merci. Super. Donc pour ma part, donc je suis directrice de projet au sein d'Euroméditerranée et je vais vous présenter un peu plus concrètement l'application que l'on peut faire du dispositif Happen dans un projet d'aménagement. Je vais un peu contextualiser la chose, car nous sommes un établissement public d'aménagement. Nous travaillons sur un secteur qui est une opération d'intérêt national et nous avons vocation à travailler sur des opérations dites en ZAC, zone d'aménagement concerté, et des opérations en renouvellement urbain, donc qui ne font pas partie de ce dispositif juridique particulier. Donc, dans le cadre des aménagements que nous allons traiter dans le cadre de Happen, nous sommes hors de ces dispositifs de ZAC. Plus spécifiquement, vous avez un plan ici qui vous permettra, alors si vous n'êtes pas de Marseille, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous localiser, mais nous nous situons sur la partie littorale de Marseille. Nous avons à l'ouest donc la mer, et nous sommes à l'est contraints sur le plan, vous voyez un futur parc qui sera en création, c'est une coulée verte, mais nous avons un faisceau ferroviaire sur la partie est. Ici, sur ce secteur-là, nous sommes sur un secteur quartier villageois existant. Et les opérations dont on va parler plus spécifiquement sont une ancienne savonnerie. Je pense que vous voyez ma souris. Oui, une ancienne savonnerie
qui se situe ici, et juste au nord, une ancienne manufacture. Je vais vous présenter un peu plus spécifiquement par la suite ces bâtiments, mais vous voyez, au niveau des photos que vous pouvez voir, nous sommes dans des situations de quartiers villageois dégradés. Nous allons avoir une intervention donc, sur ces bâtiments-là par rapport au dispositif Happen, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une intervention plus lourde et globale sur tout le secteur de l'opération d'intérêt national, et nous allons réaménager notamment tous les espaces publics autour de ces bâtiments. Donc, juste pour zoomer et que vous compreniez un peu plus par rapport à la réalité du terrain, les bâtiments dont je vous parlais sont donc la savonnerie La Tulipe qui se situe ici et le bâtiment de la manufacture qui se situe ici. En vue aérienne, vous voyez quand même la dégradation de ces bâtiments. Donc, la manufacture est ici et la savonnerie est ici. Donc, ce sont de très beaux bâtiments. Donc, ça va un peu répondre à la question posée par Madame Bouali, puisque nous sommes sur de beaux bâtiments patrimoniaux, mais qui ne sont pas classés. Donc, c'est important à le savoir quand même. Dans ce cadre-là, en termes de processus et de procédures, nous avons lancé un appel à projet global sur ces 2 sites, plus la friche que vous voyez ici, qui fera l'objet d'un aménagement de bâtiments neufs. Donc, pour rentrer un peu plus dans le projet, le projet retenu donc, propose une réhabilitation globale de ces 2 bâtiments patrimoniaux dont je vous parlais et la création en face, de l'autre côté, d'un bâtiment neuf qui fera l'objet d'une auberge de jeunesse. Le principe est d'avoir quand même un dispositif global cohérent avec une réhabilitation de l'ancienne savonnerie qui groupera à la fois un élément événementiel, salle de spectacle, un musée lié au street art, un espace de plein air sur la partie arrière, mais également un centre culturel, un local commercial et un dispositif de SOHO. C'est un mélange où vous avez en rez-de-chaussée des ateliers d'artisans et à l'étage leur logement. Cet espace sera en effet ouvert au public. Le principe, c'est qu'il rayonne dans le quartier et la thématique centrale de cet aménagement sera liée vraiment au street art. L'autre bâtiment qui sera réhabilité, donc sur la partie arrière, ce sera un bâtiment vraiment lié au logement. Donc, ce sera que du logement. Donc, l'intérêt également par rapport au dispositif Happen, c'est qu'on va se retrouver dans une programmation assez mixte. On va avoir pour d'un côté une réhabilitation en logement et de l'autre côté une programmation très ouverte au public. Donc voilà quelques visuels du devenir du projet. Et le principe global qui est intéressant, alors pas forcément parce que le dispositif Happen est vraiment lié à l'intérieur du bâtiment, mais ce que je voulais vous montrer, c'est aussi le fait qu'on part sur une vision vraiment globale du quartier, c'est-à-dire que la qualité du bâtiment et les qualités environnementales se retrouveront également par rapport à la qualité programmatique et d'usage dans le quartier grâce à des ouvertures des bâtiments, des circulations, que ce soit sur la partie ouverte au public, mais également dans le bâtiment de résidence résidentielle. Donc, pour parler plus spécifiquement de la manufacture qui sera réhabilitée donc, en logement, donc on voit bien qu'on est sur des bâtiments patrimoniaux de qualité. Le principe, c'est de peu toucher à l'aspect extérieur. Au contraire, c'est vraiment de le restaurer, de le rénover de façon assez pure. Par contre, c'est tout un travail intérieur qui va être fait, comme le disait Giulia.
Donc, pour rentrer un peu plus dans le technique, mais pas trop, c'est sur le volet environnemental et la labellisation Appen. Nous allons travailler plus spécifiquement sur le confort thermique intérieur, donc comme ce que je vous disais, avec les courants d'air par le principe de logement traversant, les brasseurs d'air, tout ce qui est logement traversant et bio-orienté. C'est vraiment quelque chose de très important pour la qualité d'habitation. Le logement avec accès vers l'extérieur, surtout dans nos régions méditerranéennes. Les espaces communs, la durée d'ensoleillement, l'occultation, également très important dans nos régions méditerranéennes, et les matériaux biosourcés et recyclés. La matérialité des menuiseries est vraiment un élément également très important, et la réduction des consommations avec des isolations spécifiques. Donc, dans ce cadre-là, au niveau des murs, donc, pour l'instant, ce qui est étudié, c'est 10 cm de laine de roche. Au niveau de la toiture, c'est 21 cm de laine de roche. Les planchers bas, 10 cm de PSE, et menuiserie double vitrage performance, donc 1,5. Au niveau de la savonnerie, donc là où nous sommes sur quelque chose de ouvert vraiment au public, nous avons les mêmes principes que présentés préalablement, avec un confort thermique intérieur, notamment par rapport au logement SOHO. Pareil, un travail sur la durée d'ensoleillement, des matériaux biosourcés et recyclés. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est le même principe que sur le bâtiment précédemment décrit. Les matérialités et les réductions des consommations. Ce qu'il faut savoir en termes de calendrier, c'est que, et de réalisation méthodologie, donc nous, comme je vous le disais au début, nous avons lancé un appel à projet. Ce qui a été intéressant dans cet appel à projet, c'est de travailler avec les 2 lauréats de la première session, avec des groupes de travail, ce qui a permis d'avoir plus d'éléments sur tous les éléments de rénovation produits et attendus, que ce soit par eux ou par nous, et l'intérêt du dispositif Appen. Et aujourd'hui, avec le lauréat sélectionné, nous sommes en train de travailler plus spécifiquement donc, sur cette thématique environnementale, dans l'objectif d'avoir un dépôt de permis de construire dans le fin du premier semestre 2022, enfin milieu premier semestre 2022 plutôt. Voilà. Et donc une réalisation des travaux l'année suivante. Je vais pour le coup laisser la main à Guillaume Kolf, qui va vous présenter une autre facette du volet Appen sur un autre type de dispositif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous y répondrons. Guillaume, je laisse la présentation. Merci beaucoup. Du coup, je te la laisse dérouler. Oui, bien sûr. Okay. Donc, Guillaume Kolf, directeur adjoint de l'aménagement au sein d'Euroméditerranée. Donc, effectivement, on a essayé de trouver des sites qui puissent correspondre à du résidentiel et pas seulement à la reconversion de sites industriels, dans la perspective d'une possibilité de répliquer ce modèle dans le centre-ville de Marseille qui, comme vous le savez, et à l'instar d'autres capitales méditerranéennes européennes, présente des symptômes de dégradation à certains endroits, et donc une possibilité de dupliquer un modèle de ce type est forcément intéressant à la fois pour Euroméditerranée, mais également pour l'ensemble des acteurs qui interviennent sur l'habitat privé dégradé. Donc,
on a acheté un certain nombre de biens, soit en direct, soit par le biais d'un autre partenaire qui s'appelle l'établissement public foncier régional et qui réalise des acquisitions foncières en anticipation des projets à l'échelle, bien évidemment, de la région et à Marseille pour notre compte et pour le compte d'autres opérateurs. Cet établissement est aujourd'hui propriétaire d'un certain nombre de bâtiments et nous en avons donc sélectionné un certain nombre qui pouvaient avoir valeur d'exemple dans le cadre d'une réhabilitation pérenne. Vous avez sur la carte les 3 bâtiments que nous avons sélectionnés. Vous avez sur le haut de l'image un premier bâtiment qui se situe à proximité immédiate des bâtiments industriels dont Marilyn vous a parlé tout à l'heure, voilà. Sachant qu'ils sont donc sur le noyau villageois des Crottes et à proximité immédiate des grandes opérations de création de logements neufs que nous allons réaliser sur la rive ouest de la rue de Lyon. Donc là, c'est un programme, c'est la grande ZAC littorale sur laquelle doivent prendre place environ 5000 logements, 250 à 300 000 mètres carrés de tertiaire et des activités en rez-de-chaussée, ainsi que des équipements publics, gymnases, écoles, etc. Donc un endroit assez bien placé en devenir en tous les cas, même si aujourd'hui le secteur est quand même encore très paupérisé. Nous avons ensuite 2 autres bâtiments qui se situent sur le secteur un peu plus au sud et qui sont dans du tissu urbain situé, mais ce que vous avez en pointillé, et ça va déclencher forcément une valorisation importante de ce secteur, c'est le tracé du tramway qui va être réalisé à horizon 2025. Et donc, nous avons initié un certain nombre d'études de renouvellement urbain en accompagnement, bien évidemment, de la réhabilitation des logements, mais la création d'espaces publics et ce que vous avez à droite, à l'est, c'est la première phase du parc dont les travaux ont démarré et qui est un parc de 4 hectares. Voilà, donc ça nous semblait être des secteurs intéressants et Marilyn, après, on a les images de ces différents bâtiments. Donc le premier qui se situe donc au sud, c'est ce qu'on appelle communément un 3 fenêtres marseillais. Alors pourquoi? Parce que c'est un système constructif du 19e et début du 20e où on a une configuration des logements sur rue, mais aussi avec les appartements traversants qui, malheureusement, au fil du temps, ont souvent été scindés pour du coup avoir des logements plus petits, en avoir plus surtout, et malheureusement plus petits, et du coup on perd ce caractère traversant et cette ventilation naturelle. Donc ce bâtiment est donc propriété de l'établissement public foncier. Il est aujourd'hui vide et on a demandé, comme à l'instar d'ailleurs des 2 autres bâtiments, à un partenaire qui s'appelle Digneo et qui travaille sur la réhabilitation des logements à l'échelle nationale, d'étudier la faisabilité d'une réhabilitation dans le cadre d'Appen. Ça, c'est le premier bâtiment. On a ensuite des images des 2 autres. Un qui est très différent, donc vous le voyez, de moindre qualité architecturale, mais qui néanmoins est plutôt en meilleur état à l'intérieur, puisque le bâtiment précédent avait quand même quelques désordres structurels conséquents.
Et enfin, vous allez le voir, il y a une petite on baisse un peu dans la qualité architecturale, mais néanmoins, ça nous permet, en travaillant sur ce type de bâtiment, d'avoir un panel d'expérimentation plus important, toujours dans l'idée de dupliquer ces expériences. Alors, le résultat de tout ça, c'est que malheureusement, l'acquisition foncière est forcément chère, même si les biens sont relativement dégradés. Eh bien, les propriétaires ne les bradent pas, et si il doit y avoir un système d'acquisition, soit par exercice du droit de préemption, soit par expropriation, dans ce cas-là, le juge fixe des valeurs, et ces valeurs ne sont pas nulles, loin de là. On est sur des moyennes aujourd'hui qui tournent aux alentours de entre 1200 et 1500 € du mètre carré, malgré l'état de dégradation, et ce, si on ajoute évidemment les frais afférents à ces acquisitions, à savoir frais de notaire, frais de portage, gardiennage, parce qu'on a de nombreux problèmes de squat dans ces quartiers. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a exclu d'autres bâtiments qui sont occupés illégalement à ce jour. Donc tout ça engendre un coût qui est relativement conséquent. Et ensuite, notre partenaire a fait des études techniques de chacun d'entre eux et a modélisé des réhabilitations avec donc des objectifs assez ambitieux, conformes à ceux développés par Apple. Et qui nous amène à des coûts de réhabilitation à la fois structurels et d'amélioration thermique des bâtiments à hauteur d'environ 2200 € du mètre carré. Ce qui signifie qu'en moyenne, globalement, on a un coût de revient de ces bâtiments de l'ordre de 3600 €, ce qui est, compte tenu du fait que nous n'avons pas de stationnement en sous-sol, supérieur au marché de la revente, même sur des biens de très bien réhabilités et de grande qualité dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, le modèle économique ne fonctionne pas, et donc malheureusement, pour ce qui concerne le caractère duplicable de ces opérations, on n'a pas trouvé la solution. Alors, on a des pistes évidemment, et je vous les livre. D'abord, il faut intégrer un coût de portage, sans doute avec des locations qui sont un peu plus longues que celles qui sont imaginées par notre partenaire, pour pouvoir bénéficier de la création de valeur de l'ensemble du système d'amélioration globale du quartier que nous mettons en place, à savoir aménagement d'espaces publics, amélioration de l'habitat, développement économique, bien évidemment, renaturation, création de parcs, etc. Et donc, toutes ces interventions un peu systémiques vont nous permettre à terme de créer de la valeur et donc de pouvoir céder ces biens à un prix supérieur à ces 3600 €, enfin en tous les cas au moins équivalent à ces 3600, sachant qu'aujourd'hui on est sur des valeurs moyennes qui sont pratiquement de 2006-2007 maximum, c'est-à-dire en gros qui n'intègrent pas la dépense foncière. Ça, c'est le premier point. La deuxième condition, enfin, l'autre piste, c'est d'intégrer des subventions publiques. Mais là, c'est un modèle économique qui ne fonctionne que par le biais d'argent public, et ce n'est pas tout à fait ce que l'on cherche à faire, sauf à être obligé parce que le modèle ne tournera pas. Et enfin, la troisième piste sur laquelle, du coup, nous travaillons avec Digneo, c'est de faire des packages un peu globaux, c'est-à-dire de mettre dans un même panier à la fois des immeubles en réhabilitation, mais aussi de trouver des fonciers nus sur lesquels l'opérateur peut
développer des opérations neuves et donc créer éventuellement le stationnement correspondant à ces opérations de réhabilitation à proximité et avoir des économies d'échelle entre la production neuve et la réhabilitation qui coûte très cher. Voilà, donc on est en train de travailler sur ces pistes-là. On a un protocole maintenant d'accord avec eux. Je pense qu'on va continuer à travailler tout au long de l'année 2022 en essayant de sortir ces opérations. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. Merci Marilyn également. Voilà, donc ça vous a permis un peu de voir la mise en application du projet. Comme l'a expliqué Guillaume, nous, notre travail, c'est d'essayer de mettre en pratique finalement la recherche sur le projet Happen et aussi de trouver des solutions qui vont être finalement plus... Le projet Happen, ça a été un projet de recherche et nous, en tant qu'opérateurs, on va essayer aussi de trouver des solutions qui vont être comment dire, qui vont finalement s'appliquer à la réalité aussi d'une situation. Il faut savoir que donc, le projet a duré 3 ans. 3 ans dans un temps d'aménagement, c'est très court. Donc nous, maintenant, nous nous sommes lancés sur les projets, donc que ce soit d'un côté de Caïs et Romieux et de l'autre des bâtiments résidentiels. C'est un projet qui va bien sûr continuer bien au-delà du projet européen, puisque nous allons essayer de trouver, donc nous travaillons avec la foncière pour trouver un modèle viable sur les bâtiments résidentiels identifiés et nous allons lancer prochainement donc les travaux sur les bâtiments industriels de Caïs-et-Romieux. Donc ça ira jusqu'à, je pense, pour Caïs-et-Romieux 2025 et j'imagine à peu près la même chose pour les bâtiments résidentiels. Peut-être pour conclure, Guillaume, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aussi pourquoi nous nous sommes engagés dans ce projet, c'est-à-dire les perspectives plus globales à Marseille sur tout ce qui va être le sujet de la rénovation et notamment la problématique qu'il y a en centre-ville? Alors, je pense que vous n'êtes pas tous au courant, mais vous n'avez pas forcément tous les mêmes niveaux d'information, mais comme vous le savez, en novembre 2018, on a eu un révélateur de l'état de dégradation d'une partie du patrimoine privé marseillais avec les effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne. S'en sont suivis des séries d'arrêtés de péril avec des évacuations. On a encore Evacuations and closure of buildings. People have been in temporary accommodation in hotels or in other shelters because when the safety departments investigated, they realized that there's structural damage and aging across many of the buildings in the city centre. This is why the state and the local authorities have created an ad hoc public development organization. In the board of directors, the state is represented and has a 30% stake in the share capital of this company. And this is through Euroméditerranée. So state interests are represented by the ministry, of course, but also with 3 representatives of our public body, which helps channel subsidies and funding into this. We are very linked to this, even if it's not within our operational perimeter and scope. We have the responsibility to work on the renovation and overall requalification of housing and public space in the very center of Marseille. So we need models so that public investment can be made and limited so that these ne pèse pas trop sur le contribuable. Bon, on sait d'ores et déjà que les coûts seront très élevés, ne serait-ce que l'ingénierie à mettre en œuvre va être importante.
Mais il faut qu'on arrive à trouver des modèles qui soient le plus mixte possible entre l'intervention du public et l'intervention du privé. D'où la nécessité de ce type d'expérimentation, et c'est la raison pour laquelle on va travailler aussi avec la SPLA, mais aussi avec éventuellement des bailleurs sociaux ou des opérateurs qui peuvent eux-mêmes investir sur le centre-ville, mais toujours dans la perspective aussi d'avoir une requalification un peu générale et une amélioration des conditions économiques de vie, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. On a une population extrêmement pauvre en hypercentre de Marseille et c'est évident que si on a une population qui n'est soit on a du logement social et dans ce cas-là, les opérateurs, les bailleurs peuvent opérer l'entretien des bâtiments, soit on est sur du privé à 100% et si les personnes n'ont pas les moyens d'entretenir leur bâtiment, on va vite retrouver des problématiques de dégradation et donc il est nécessaire d'avoir une action à la fois sur le bâti, l'espace public, mais aussi sur une plus grande mixité sociale qui est nécessaire, outre la partie logement, à, à avoir un centre-ville accueillant et qui puisse rayonner un peu au niveau régional. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette explication un petit peu sur le contexte de Marseille. Nous avons respecté parfaitement le timing annoncé puisqu'il est 11h20 et nous avions alloué une dizaine de minutes à la fin de ce webinaire pour des questions éventuelles. Donc, on y a répondu déjà tout le long de la session. Je vois qu'il y a une question de Claire qui vient d'être posée, qui nous demande le rapport. Alors, je viens de lire la question, donc je vais essayer d'y répondre dans l'immédiat. L'idée, si vous voulez, c'était que nous, on avait déjà prévu de faire de la rénovation donc, sur les bâtiments que nous avons présentés aujourd'hui. Et l'idée, ça a été justement d'intégrer l'approche Happen à ces projets de rénovation. Il faut savoir par contre que Happen n'a duré que 3 ans. Donc, pendant que la recherche était développée, nous, en parallèle, nous étions en train de travailler aussi sur nos bâtiments. On a fait le choix en fait, d'intégrer les objectifs d'économie d'énergie de 60%. Et c'est aussi le cas, parce que vous mentionnez les bâtiments résidentiels, l'objectif, c'est bien sûr de respecter les 60% d'économie d'énergie sur les bâtiments résidentiels et sur les bâtiments industriels. On va venir chercher exactement la même solution. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question ou si quelqu'un souhaite compléter. Alors, je vois que nous avons une autre question alors, qui a été envoyée uniquement aux panélistes. Donc, je vais la lire pour que tout le monde puisse comprendre la réponse et si quelqu'un souhaite répondre. Comment abordez-vous la question de la climatisation dans les projets de réhabilitation, naturelle ou autre moyen de climatisation? Alors peut-être là, je vais demander à voilà, Marie-Lynn. Oui, en fait, déjà, on ne parle pas de climatisation dans nos projets, on parle plutôt de rafraîchissement d'air. On parle surtout de ça dans les projets neufs qu'on fait. C'est beaucoup plus compliqué dans des projets de réhabilitation. Le principe, comme je vous le disais, c'était vraiment de travailler sur l'aération et la conception initiale du bâtiment pour ne pas partir sur des dispositifs de climatisation qui en fait sont des compensations pour nous à une mauvaise conception initiale du bâtiment. Parce qu'en fait, nos bâtiments aujourd'hui doivent être conçus d'une façon à bien prendre en compte que ce soit les ventilations, le vent, la lumière, le soleil, en fait tous les éléments extérieurs. Donc aujourd'hui, on ne parle plus du tout de climatisation, on parle de rafraîchissement d'air et on a des dispositifs qui permettent de faire ça dans le cadre des bâtiments, notamment neufs. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. C'était très clair pour ma part. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Ah, alors, on a une personne qui nous demande, envisagez-vous la géothermie dans GeoCooling sur vos projets?
Alors, je ne suis pas spécialiste de la géothermie et encore moins de géocooling. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans nos projets sur le périmètre d'Euroméditerranée, nous partons sur un dispositif quand même de géothermie avec Massi-Léo. C'est un dispositif qui permet de récupérer en fait de l'eau de mer, parce que nous sommes à côté de la mer, pour justement chauffer et rafraîchir. Donc ça fait partie du dispositif, en fait c'est un complément à ce que je disais tout à l'heure sur le rafraîchissement d'air. Ça fait partie de ce dispositif-là. Alors, j'ai un complément là-dessus, c'est que effectivement, cette boucle à eau de mer, cette thalassothermie, comme on l'appelle, aujourd'hui, on a donc 2 opérateurs qui raccordaient essentiellement des bâtiments neufs, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur des bâtiments qui existent, et le premier exemple, c'est celui du bâtiment des docks, qui a été raccordé l'année dernière, qui est comme son nom l'indique, un ancien dock industriel dans lesquels s'implantent maintenant aujourd'hui des bureaux, des commerces, etc. Et on a une économie d'échelle qui permet d'avoir une rentabilité de ces opérateurs à compter de 500. Ah. Désolé, fausse manipulation. C'est pas grave. Donc, on a besoin pour chacun des opérateurs d'avoir un minima 500 000 m² de connectés pour pouvoir atteindre alors pas forcément un seuil de rentabilité, mais au moins une économie. Outre les bâtiments neufs, le réseau est en train de s'étendre vers l'intérieur par l'Interland, l'intérieur de l'opération, vers la gare Saint-Charles. Et la prochaine opération qui sera raccordée est une opération mixte avec, à côté de l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix, une opération mixte qui mêle à la fois des bâtiments neufs et des bâtiments lourdement réhabilités. Et donc là, ça va nous permettre d'atteindre à la fois un confort thermique et des économies d'énergie qu'on espère les plus substantielles possibles. Parfait, merci beaucoup. Je pense que ça répond bien à la question de Nicolas. Simplement, il y a eu une question dans le chat que je vais lire pour qu'elle puisse être traduite pour Giulia, parce que je pense qu'on peut répondre, mais ça serait intéressant d'avoir son opinion. Donc, nous avons Sophie qui demande, Giulia, si le protocole MEDZEB est facilitateur pour des rénovations lourdes comme celles que nous avons présentées, et en quoi permet-il de garder le cap des économies d'énergie ambitieuses souhaitées? Donc, pardon, avant que Julia réponde, je vous invite à cliquer sur l'interprétation en français pour pouvoir comprendre sa réponse. Yes, thank you for the question. That's a very interesting question, I say. And yes, I can say that it acts as a facilitator because the MEDZEB expert accompanies people and users, homeowners in their customer journey, in their renovation. So effectively facilitate, and the figure of the MEDZEB auditor guarantees the quality and the transparency of the process. These are two main figures, and they are strictly needed in the Mediterranean area and they guarantee their an impactful and a strong guarantee of the quality of the process, the double check and the accompany a third party control guarantees the transparency and boosts the renovation, because one of the main problems by us, for example, is the lack of trust in the renovation, the lack of support, the lack of unbiased information to activate the process. And these two figures in particular guarantee both the certainty of the performance and accompany the clients in their renovation process. I hope I've answered your question.
Merci beaucoup Julia. C'est vrai que peut-être pour compléter, nous You're sommes un welcome. opérateur public, donc c'est vrai que nous n'avons pas forcément cette problématique de confiance qu'un particulier pourrait avoir, mais pour autant, nous avons trouvé bien sûr le protocole MEDZEM nous a permis de compléter notre projet et de participer à la structuration. Mais comme je l'ai expliqué aussi en réponse, finalement être un projet pilote, c'est aussi nous tester des choses pour ensuite que ce soit reproduit dans d'autres situations, par exemple, des situations où là, nous aurions un problème de confiance, qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Donc finalement, nous testons les solutions et nous complétons pardon, le protocole MEDZEB. C'est plus dans ce sens que nous le mettons en application. Peut-être une dernière question, puisqu'il est 11h29. Nous avons Karina qui a demandé si, sur le périmètre d'Euroméditerranée, nous prévoyons l'installation d'autres ressources d'énergie renouvelable, par exemple le vent ou le solaire. Est-ce que peut-être Marilyn ou Guillaume souhaitent répondre? J'ai essayé de répondre à cette question. Alors, de façon générale, sur tous les projets développés par Euroméditerranée, donc dans notre périmètre, nous avons une politique globale de qualité architecturale et environnementale. Et donc, quand on dit global, on a des objectifs comme avec Appen, mais on fixe des objectifs et on met en place tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et on accompagne tous les opérateurs pour le faire. Donc, en effet, on travaille sur des dispositifs permettant de capter les différentes énergies, notamment les énergies solaires, etc. Donc oui, on travaille bien sur ça et on sait bien que pour arriver à des niveaux d'économie d'énergie importants, il faut qu'on joue sur tous les critères et c'est vraiment au niveau de la conception des bâtiments initiales, en travaillant sur tous les éléments naturels qu'on arrivera à résorber toutes ces problématiques, quoi. Parfait. Merci beaucoup Marilyn pour ta réponse. Je pense que nous allons donc pouvoir conclure ce webinaire. Il est 11h31, donc c'est parfait. Simplement vous préciser que le projet européen donc, se termine à la fin de ce mois, mais que nous, bien sûr, nous allons continuer à travailler sur les projets de rénovation et donc à appliquer finalement tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui au contexte local d'Euroméditerranée et de Marseille. Un grand merci à Giulia Dialozio donc, de Certimac qui a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Merci également bien sûr à Julia David de la Vitem et à mes collègues Marilyn et Guillaume qui ont pu contribuer à cette présentation. Et merci à tous pour vos questions, pour votre participation. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du projet que j'ai envoyé un peu plus haut dans la discussion tout à l'heure pour plus d'informations et n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions par mail ou directement sur la plateforme. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très vite pour certains. Au revoir. Merci, au revoir. Thank you. Au Thank revoir. you all. Thank you. Thank you. Bye bye.